Le pouvoir au Niger relâche le fils du président déçu Mohamed Bazoum, suscitant l'espoir d'un dénouement de la crise avec la CEDEAO. En tout cas, les lignes commencent par bouger. La rencontre Niger-CEDEAO reportée sur le 25 janvier peut être décisive pour la suite des événements. Analyse de 6 mois de blocus avec l'espoir d'une levée prochaine des sanctions avec nos consultants du jour. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Innocent Pato. Bonjour Monsieur Pato. Oui, bonjour Gilles, Innocent qu'on présente toujours en premier. Bonjour cher. Proprement. Bonjour chers téléspectateurs, et vous avez senti le rire du co-débatteur, je donne pas son nom toujours. Le temps de vous souhaiter une bonne heureuse année, c'est le premier rendez-vous avec Merci à vous Gilles Paré, bonne heureuse année et parfaite santé à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre disponibilité, les sacrifices pour être avec nous les dimanches. Et vous avez entendu en fond sonore, donc le rire diplomatique. Ah bon, ça existe aussi. Il est là. Enfin, bonjour. Ça existe aussi. Oui, bonjour. Bonjour Gilles, ben, c'est normal qu'on commence par Innocent Pato, il a une barbe respectable. Donc c'est normal qu'on commence par lui. Bonjour Gilles et bonjour aux téléspectateurs. Et comme le disent certains d'entre eux, bon, on va commencer notre messe du dimanche. Voilà. Journaliste, ancien ambassadeur Niger, CEDEAO, les lignes commencent-elles par bouger? Fidèles téléspectateurs, nous attendons vos contributions, plus de 128 96 08 43 43. Donc dans la seconde partie, nous allons relayer vos messages, plus 228 87 08 43 43. Et si vous nous suivez en différé à travers notre chaîne YouTube, soutenez cette émission, likez-la en même temps pour ne pas oublier, et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes et partagez New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui change, de cette Afrique qui bouge. 6 mois de régime militaire, 6 mois de blocus, mais aussi 6 mois de résilience. Je voudrais, pour commencer, voir avec vous comment ces Nigériens ont pu tenir si longtemps avec ce blocus, les fonds gelés à la BCEAO, l'UEMOA qui décrète des sanctions économiques, commerciales, financières, les frontières bloquées. Comment les Nigériens sont-ils arrivés à tenir le coup jusqu'à présent, Innocent Pato? Oui, cela relève un peu du miracle, un peu du mystère. Mais je dois cela bien plus à la volonté du peuple nigérien, parce que le peuple nigérien a conscience de ce qui se passe, a conscience des enjeux du futur, et très rapidement, le peuple nigérien, bien qu'il souffre, ce peuple adhère à ce qui se passe, et c'est ça qui explique un peu le miracle de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça doit pas être du tout aisé, parce que je prends un peu le cas du Togo. Le Togo est passé par là avec la rupture de la coopération avec l'Union européenne, mais bizarrement le Togo a tenu, et j'ai eu la chance même de rencontrer Jean Ziegler une fois aux Nations Unies, et je lui ai posé la question de savoir en tant qu'expert comment il explique le fait que le Togo ait pu tenir jusqu'à présent, et lui il mettait cela à l'actif de l'agriculture. Il dit que c'est un peuple qui est beaucoup tourné sur l'agriculture et qui se contentait du peu qu'il avait, et voilà comment lui il explique ce miracle. Mais je dois dire que sur le Togo c'était sans commune mesure, il s'agissait donc de la suspension de l'aide au développement. Voilà. Oui, mais c'est vrai, c'est un rapprochement, une image pour dire que ça doit pas être facile pour le peuple nigérien, mais tant bien que mal, ils essaient de tenir la tête haute. Ben, Excellence, on évoque souvent le leadership, la bravoure des militaires au pouvoir, Tiani et consorts. Mais le peuple nigérien, dans une certaine mesure, a rendu ce qui se passe là-bas au Niger possible en acceptant, en adoptant une attitude de résilience face aux sanctions de la CEDEAO. Oui, c'est la preuve de ce que nous disons tous les jours, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, ce n'est pas les militaires qui ont fait le coup d'État, c'est le peuple qui en avait marre. De tous ces blancs qui venaient se promener, comme je le dis toujours, dans les lupanards. On dit on vient aider les gens contre les terroristes, on finance les terroristes, on tue le même peuple, mais le peuple en avait marre et il s'est dressé.
Aujourd'hui au Niger, les gens demandent comment ils ont tenu. Le Niger est un pays comme nos pays d'ailleurs. C'est un pays très agricole. Le réseau des Bazoum, des petits pilleurs de choses du gouvernement, bon, ça ne touche pas les agricoles. Ce n'est pas les Nigériens qui nous vendent l'oignon ici, les pastèques et beaucoup d'autres produits. C'est les Nigériens, même s'ils sont dans un pays naturellement, disons, sec. Donc, ils ont tenu parce qu'eux-mêmes, je crois qu'ils produisent ce qu'ils mangent. Ce ne sont pas des gens qui sont attirés par le caviar, hein, qui sont attirés par le pain blanc, qui sont attirés par le foie gras. Ce n'est pas leur tasse de thé. C'est déjà, ils mangent le mil qu'ils cultivent, ils mangent les arachides qu'ils cultivent, ils cultivent même des pommes de terre, comme je l'ai dit, de l'oignon et beaucoup d'autres légumes. Voilà, c'est le peuple nigérien qui souffre certainement, mais qui a dit, quelles que soient nos souffrances, nous sommes tous devenus des secoutourés. On préfère la liberté dans la misère que l'abondance dans la servitude. Tous les Nigériens sont des secoutourés aujourd'hui. C'est pourquoi quand je vois de pauvres paumés qui sont là, on va faire coup d'État, mais si vous tuez Tiani, il y a 26 millions de Tiani qui vont se mettre debout. C'est pas la peine. Donc il faut cesser de rêver au système colonial parce que dans le passé, il y a des choses qui se passent, la population n'est pas informée. Aujourd'hui, elle l'est de jour en jour. Donc assassiner, que ce soit Tiani, que ce soit Traoré, que ce soit Goïta, ça ne changera rien. C'est les peuples qui se sont révoltés contre les abus de la France-Afrique. Et ça, personne ne ramènera encore les Nigériens dans les chaînes de l'esclavage. Ni les Burkinabés, ni les Maliens. Au contraire, d'autres peuples vont suivre pour sortir des chaînes de l'esclavage. Donc, le Niger tient parce que c'est le peuple. Parce que si le peuple n'était pas d'accord avec les militaires, ils ont beau être des génies, ils n'auraient pas pu tenir une semaine. Donc, moi, je crois que coup de chapeau aux Nigériens, ils se sont mis au travail. Ils souffrent, c'est vrai, mais tu vois, le système de brigandage de l'UEMOA, tu as ton argent chez quelqu'un et puis il dit, bon, ta tête ne me plaît plus, tu n'as plus ton argent. C'est du brigandage, c'est de la crapulerie qu'ils ont apprise chez les gens de l'OTAN qui sont en train de vouloir braquer les fonds de la Russie. C'est le même système. C'est l'OTAN qui inspire comment il faut voler ce dont la tête ne nous plaît pas. Donc, l'UEMOA qui bloque ton argent, la CEDEAO, la communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest, bloque tout. Peut-être vous aller un peu dans votre sens pour dire que malgré la présence des Occidentaux au Niger, quel était le classement du Niger? Un des pays les plus pauvres. Un des pays les plus pauvres. Il était classé 189e par les Nations Unies. Sur 194 pays. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, la souffrance dans laquelle vivait le peuple nigérien, le peuple nigérien a compris que autant mourir que de se laisser continuer dans ce schéma qui est comme une farce. Vous voyez, on vous tue, mais on est là, on fait semblant de vous aider alors qu'on est en train de vous piller proprement. Je l'ai dit et je répète tous les jours, que ça plaise ou non, être colonisé par la France vous condamne à la misère. Je vous dis, les Africains, s'ils veulent savoir ce qui les attend, c'est d'étudier l'histoire de Haïti. Si Haïti est devenu ce qu'elle est, c'était la meilleure colonie en matière de richesse dans la zone des Caraïbes là-bas. Mais regarde ce que Haïti est aujourd'hui. C'est les mêmes schémas que la France prépare pour nos pays soi-disant francophones. Et j'ai dit ici que si la France était à la place de l'Angleterre pour coloniser les Émirats Arabes Unis, le Qatar, mais le Qatar serait en train de recevoir des friperies sous forme d'aide au développement. Donc, moi je crois que les peuples ne vont pas attendre que quelqu'un vienne les libérer. Il faut qu'ils se libèrent eux-mêmes. Le peuple nigérien veut se libérer, il va se libérer. Quoi qu'il arrive, il vendra son uranium lui-même, il vendra son coton et les autres choses lui-même, il prendra ses dollars, ses euros, ses yuan, ses yens lui-même. Ça ne va plus aller rester dans la caisse du pilleur, et qui, en plus de te piller, vient te dire que lui t'aide. C'est quoi cette aide-là? Mais dans le cadre du Mali, devant ces sanctions, à un moment donné, Bamako a saisi des tribunaux qui ont donné raison, ont condamné l'UEMOA et la CEDEAO. Mais pourquoi ça n'a pas fait jurisprudence et on a répété ces mêmes sanctions contre le Niger? Non,
les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que l'objectif poursuivi par ceux-là qui sont en train de fermer les robinets et autres est le même. C'était le cas avec le Niger et avec le Mali. Il faut répéter la même chose avec le Niger. Et ici, quand corsant plus la donne, les Nigériens vont essayer de plier. Mais c'est sans compter avec la détermination de la jeune qui est déterminée à aller jusqu'au bout et à éclairer davantage l'opinion publique nigérienne afin de comprendre au mieux ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, on est dans une situation où, je dirais, il y a la honte qui fait que aujourd'hui, on a envie même d'ouvrir le robinet, mais on ne sait pas comment procéder proprement pour le faire. Le peuple nigérien, il est là, on a compris que rien ne pouvait changer. On est à 6 mois aujourd'hui. Bazoum est où? Bazoum ne peut plus revenir au pouvoir. Bon, maintenant, si on ferme le robinet, jusqu'à quand? Parce que les sanctions ont été inefficaces, parce qu'elles n'ont pas permis d'atteindre les objectifs escomptés. Mais plus grave, ça commence par impacter négativement les économies de certains pays voisins, dont le Bénin. Oui, et quand nous parlons ici, on parle de la CEDEAO, c'est triste, c'est malheureux à dire. La CEDEAO, c'est qui? C'est Macron. Donc, s'il doit y avoir des améliorations, c'est Macron. Donc, tout ce qu'ils ont, il n'y a rien de logique dans ce que la CEDEAO fait. Tu sais qu'elle reçoit des instructions de quelqu'un et elle applique ces instructions. Là où la CEDEAO est, elle est coincée elle-même. Comme tu le dis, beaucoup de pays de la CEDEAO, à force de sanctionner le Niger, sont en train de se passer une corde au cou. Mais ils ne peuvent rien. Ils tremblent. Quand on dit Macron, tout le monde se met à trembler. C'est ça le président de la France-Afrique. Le nom du président français les fait trembler. C'est comme si on avait laissé un lion sur eux. Donc, arrêtez la CEDEAO. Je préfère qu'on dise qu'est-ce que la France en pense, comment elle compte les choses. Surtout que maintenant, on doit être assez patient. Comme la nouvelle première ministre a envoyé son mari au ministère des Affaires étrangères, attendons de voir, parce que la Catherine Colonna, qu'on a chassée comme une va-nu-pied, mais avec ces discours coloniaux, on va faire échouer la transition au Niger. Attendons de voir si M. Séjourné, ou plutôt Mme Séjourné, a envie de faire échouer la transition au Niger. Donc c'est là-bas qu'il faut prendre les informations, ce n'est pas la CEDEAO. Les ordres viennent de là. Donc tout ce qu'on dit concernant la CEDEAO, moi, ça ne fait ni chaud ni froid. Il n'y a pas de CEDEAO. Oui, je parlais des difficultés des populations au nord Bénin. Il y a eu quelques reportages sur le sujet. Là-bas, économiquement, la situation est exsangue. De même qu'au port de Cotonou. Non, je voulais dire qu'il n'y a pas que le nord du Niger. Et dans nos traditions, on dit quoi? Il y a un proverbe qui dit que l'enfant qui ne veut pas que sa maman dorme, lui-même, il faut qu'il soit éveillé pour punir sa maman. Donc, qui punit quelque part se punit. Et en période des fêtes de fin d'année, vous allez au Bénin pour voir combien les Béninois ont acheté l'oignon qui nous vient du Niger. Et le gaz. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est tellement compliqué. Au niveau du port de Cotonou, Cotonou a été obligé de prendre une décision qui se trouve être comme la charrue devant les bœufs. On dit que les frontières sont toujours fermées, mais on dit, OK, désormais, vous pouvez faire venir les produits à destination du Niger par le port de Cotonou. Ça vient, est-ce que Cotonou devient un magasin pour le Bénin? Les produits vont venir séjourner au Bénin, à Cotonou, jusqu'au moment où on ouvre la frontière, les frontières. Et à quand on va ouvrir les frontières? On ne le sait jamais. Et donc, c'est vous dire que sur le plan économique, le Bénin souffre très sérieusement. Et on ne sait plus par quelle alchimie essayer de dire, écoutez, c'est fini, nous on ne va plus suivre la CEDEAO, puisqu'ils étaient partis, ils faisaient partie des têtes de pont de ceux-là qui voulaient à ce qu'on aille remettre Bazoum en selle par une intervention militaire. Je voudrais revenir tout à l'heure sur la question du port de Cotonou. Je voudrais qu'on creuse davantage les conséquences des sanctions de la CEDEAO sur les projets d'intégration. Je veux donner l'exemple de l'électricité, du courant qui a été coupé au Niger, alors que le Niger s'est investi avec le Nigeria, avec les autres, sur des projets à long terme. Oui. Est-ce que ces sanctions ne risquent pas de plomber durablement les projets d'intégration de la CEDEAO? J'ai dit tantôt
et ce n'était pas une erreur, que c'est la communauté politique. Parce qu'au départ, la CEDEAO était une communauté économique, comme son nom l'indique, qui parlait d'intégration et de développement économique. Elle a laissé ça pour devenir le père fouettard politique entre les mains de quiconque est assis à l'Élysée pour retarder l'Afrique francophone. C'est le travail de la CEDEAO. Quelle intégration? Mais comment tu veux le Nigeria, qui quand même est un pays grand, puissant, pour être indépendant vis-à-vis de la France, mais le Nigeria, sans état d'âme, a coupé l'électricité au Niger. Ça veut dire que le vieux Tinubu aussi, devant Macron, il tremble. Ça fait honte à remarquer, ça fait honte, c'est gênant de le dire. Donc, maintenant, qu'est-ce que le Niger a fait? Vous voyez, regardez un peu la carte du Nigeria, du Niger. Le barrage de Kenji qui se trouve au Nigeria. Mais l'eau vient d'où? Du Niger. Mais les Nigériens sont allés construire maintenant un barrage. Tu comprends? Ils auraient dû faire ça. Parce qu'au départ, on s'est dit, bon, nous, on laisse l'eau alimenter votre barrage, quitte à ce que vous nous vendiez l'électricité, je suppose, à un prix convenu. Mais, devant Macron, le vieux Tinubu, ça ne tient pas. Il fait dans ses culottes, le vieux Tinubu. Il a coupé. Il s'en fout de la... Mais, Gilles, tu t'imagines? Bon, nous, on prend l'électricité au Ghana. C'est un exemple. Un bon matin, le Ghana coupe. Nos hôpitaux, nos dispensaires, nos usines, nos domiciles même privés, tout coupé. Les malades en train de mourir, coupé. Et ces gens-là, ils vont se lever, ils vont te parler de droits de l'homme, de démocratie et de démocratiquement élus. Mais si vous les élisez des crapules, des bandits, démocratiquement, ça fait votre affaire. Le peuple s'en fout. Le peuple veut de quoi vivre à l'aise. C'est pas démocratiquement élu. Alors, tous ces présidents qui ont pris cette décision, ils sont démocratiquement élus. Ça veut dire quoi, démocratiquement élus? Élus selon la volonté de la France. Élus prêts à exécuter les volontés de Macron. C'est ça, démocratiquement élu dans nos pays. Et il faut qu'on arrête ça. Innocent Pato, on a parlé de l'électricité, de l'énergie, mais aussi les fonds bloqués au niveau de la BCEAO. Est-ce que ça va donner envie aux autres de continuer par opérer dans ce système, comment on va dire, de mouvement d'ensemble? Chacun va vouloir construire, tirer le droit de son côté, faire désormais cavalier seul. Oui, je reprends la question autrement pour dire, est-ce que ça ne va pas obliger les autres à prendre une nouvelle décision, à se démarquer de cette monnaie qu'on utilise de façon commune? Et je dirais oui. Et Dieu seul sait si ces pays de l'AES ne sont pas déjà dans un processus pour se démarquer carrément de cette histoire. Parce que, qu'est-ce qui explique? J'ai mon argent avec toi. Et pour une raison ou une autre, on me dit que je ne peux plus prendre mon argent. Est-ce qu'il y a question de bon sens dedans? Et celui-là qui te le dit, allez-y voir ce qu'il est dans son pays. Quand on me dit, par exemple, vous prenez le Sénégal. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont mortes? Quand il y a eu les histoires de Sonko et autres. Et en prison. Et en prison. Mais combien de personnes sont mortes au Niger depuis le coup d'état de Bazoum? J'en connais pas. J'en connais pas. Vous prenez le Bénin à côté. Une femme est en prison. Et dans la tradition, un homme et une femme ne peuvent pas se battre jusqu'au coup de poing. Mais on a mis cette femme en prison. Mais ce pays peut te parler des droits de l'homme. De quels droits de l'homme? Allez voir en Palestine ce qui se passe. Qu'est-ce que la France a dit? Qu'est-ce que les États-Unis disent? Israël a le droit de se défendre. Jusqu'à quand? Jusqu'à combien de morts? Personne ne dit mot. Et aujourd'hui, on viendra nous parler de démocratie, des droits de l'homme. De quel homme? Et je me rends compte qu'il y a deux types de droits de l'homme. Droits de l'homme avec grand H, quand ça les concerne, eux, on n'en parle pas. Et droits de l'homme avec petit H, quand c'est nous, ils peuvent nous dire ce qu'il faut. Même une souris, on ne peut pas tuer, on ne peut pas mettre une souris en prison. Donc vous voyez que... non, je me pose des questions. Et je vais faire une anecdote ici. Un jour dépassé, il y avait une situation avec les étudiants au Togo, quand un de nos officiers a dit, écoutez, il rentre dans sa voiture, il dit, démarrons. Le chauffeur dépassé, il faisait le tour de la ville, il lui demande, on va où, chef? Qu'est-ce qu'on cherche? Et il finit par lui dire, je cherche l'opinion internationale pour l'arrêter. Je lui dis, ce jour-là, s'il avait réussi à arrêter l'opinion internationale, ça serait fini avec ces histoires. Gilles, voilà. Gilles, le CFA, est-ce qu'on a besoin de dire que c'est un scandale? Le mois appartient
à la BCEAO qui appartient à la Banque de France, mais en réalité pas à la Banque de France, au président du moment de la France. C'est le président qui donne les ordres. C'est d'ailleurs pourquoi quand ils fabriquent leur CFA aujourd'hui, ils en donnent plus aux terroristes qu'à nos États. On le sait. Donc, si il y a encore un pays en Afrique qui croit que le CFA va l'aider à se sortir de la misère, mais c'est qu'il se condamne à cette misère et un jour, il obtiendra la révolte de sa population. Les États du Sahel, mais la première chose, ils feront leur monnaie. Et c'est l'UEMOA et la CEDEAO qui les encouragent à faire leur monnaie. Déjà, quand même un peu d'intelligence. Vous savez que si les 3 pays quittent la monnaie, mais vous êtes foutus. Parce que, contrairement à ce qu'on nous a dit qu'ils sont les plus pauvres, en réalité, ils sont les plus riches. Les Burkinabés sont sur un chantier avec excavateur. On veut faire des fondations, on creuse. Qu'est-ce qui sort? C'est le pétrole. Alors, je vous ai dit, dans moins de 10 ans, ces gens-là, ils seront comme Dubaï. Les gens m'ont insulté à longueur de colonne des TikTok, mais ce sera comme ça. Maintenant, ceux qui sont là à se poumonner d'un développement fictif, d'une croissance à 1000 chiffres, mais ils verront ce qui va se passer dans les pays du Sahel. Donc, Isaac semble apporter de l'eau à votre moulin. Isaac, c'est un téléspectateur du Niger. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? En réalité, nous-mêmes Nigériens, nous nous rendons compte que le fait que l'économie nigérienne étant basée plus dans l'informel échappe à toutes les analyses économiques. Pour preuve, le taux de bancarisation est très faible et donc une économie peu extravertie. Les Nigériens consomment en majorité ce qu'ils produisent en produits alimentaires. S'il vous plaît, le classement du Niger en indice de développement humain ne reflète en rien la situation économique du Niger et le coup d'État a fini de nous ouvrir les yeux, qu'on nous a conditionné à peine que nous sommes pauvres alors que ce n'est pas vrai. Et il nous propose même, je prends avec des pincettes, mais c'est lui qui le dit, le classement des économies les plus dynamiques au monde, le Niger devant la Côte d'Ivoire. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Les prévisions économiques pour 2024. Depuis que la France a cessé de voler l'uranium, le Niger est passé devant. Ouais, les prévisions économiques en 2024 réservent des surprises. Avec un classement où l'Afrique occupe une place de choix, le Fonds monétaire international dévoile que 7 des 10 pays affichant la croissance économique la plus importante en 2024 se trouvent en Afrique. Parmi eux, le Niger se positionne en tête, devançant même des économies plus établies telles que la Côte d'Ivoire. Si c'est vrai, c'est vrai. Et puis, pardon, c'est vrai. Et puis, il faut tenir compte de qui sont les Nigériens. Gilles, nous sommes à Lomé. Rien que les commerçants nigériens du Togo peuvent tenir l'économie nigérienne à flot. Or, ici, ils ne sont rien. Disons, ils sont moins nombreux. Prends tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Prends-les à l'étranger. Mais c'est des travailleurs, mais ils travaillent dur. Ils n'ont peur ni du soleil, ni de la pluie. Ils ont de l'argent, ces gens-là, parce qu'ils travaillent dur. Donc, ils peuvent tenir leur pays, l'économie à flot, contrairement à ce qu'on raconte. Je dis, le Niger n'est pas pauvre. Merci en tout cas, Isaac, pour cette contribution. Une très belle contribution. Ouais. Pour revenir à l'histoire du port de Cotonou qui s'ouvre désormais à l'import et à l'export en direction du Niger, est-ce qu'on peut considérer ça comme une évolution positive? Est-ce que les lignes commencent à bouger avec cette décision? Non, les lignes ne commencent pas à bouger, je trouve pas. C'est que finalement, on sent que le Bénin souffre sérieusement par rapport à ces sanctions. Et la meilleure façon pour que les lignes bougent, c'est de tout faire pour qu'on ouvre les frontières. D'aller vers le Niger et de reconnaître qu'ils avaient fait une erreur en optant pour cette décision d'une intervention militaire. Je crois que tout doit commencer par là. Il faut relancer la diplomatie. Vous voyez, tu ne peux pas prétendre être en situation conflictuelle, en situation tendue avec quelqu'un et lui dire tu ouvres ton port. Oui, tu as ouvert ton port. Les produits, qui va amener les produits? Les produits vont passer par où pour aller au Niger? Et ces produits doivent passer par les frontières. Lesquelles frontières sont jusqu'à présent fermées? Est-ce que ça veut dire que de façon implicite, le Bénin a ouvert ses frontières? Écoutez, soyez sérieux. Quand nous parlons du Bénin, faisons attention, parce que je n'ai pas fait les statistiques, mais la grande majorité des Béninois est contre cette histoire de fermeture des frontières.
Il y a même des partis politiques comme, je crois, les démocrates ou républicains, je ne sais pas, il y a des partis politiques, et un certain Covid, mais il passe tout son temps à dénoncer cette fermeture scélérate. Bon, scélérate n'est pas de ces mots, mais c'est une fermeture scélérate. Moi, j'ai toujours décrit ça comme criminel. C'est une fermeture criminelle. Maintenant, si Talon pose un acte positif en disant, ben, écoutez mes frères, on s'était énervé trop vite, revenez au port. C'est une bonne action. Mais ici, là, c'est comme s'il veut augmenter le nombre de prisonniers. C'est-à-dire que vous entrez au port et vous ne pouvez pas sortir. Il fallait d'abord faire sortir tous les camions à raisonner pour on ne sait quelles raisons. La logique aurait voulu, si nous étions dans des pays civilisés et surtout démocrates et droits de l'homiste, dès que l'embargo a été décrété, c'était de dire tous les camions déjà chargés au port de Cotonou, tous au Niger, et nous on ferme. C'était ça le bon sens. Mais la haine contre le Niger a tué le bon sens dans le cœur de beaucoup d'Africains. La haine contre le Niger, la peur de Macron a tué le bon sens dans le cœur de beaucoup d'Africains. Et ceux des Africains qui ont résisté, mais on a même voulu les diaboliser. Tu t'imagines? Celui qui fait bien, on dit que c'est lui qui est mauvais. Aujourd'hui, regardez bien autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Ceux qu'on a diabolisés hier, c'est eux qui sont la seule courroie de secours de la fameuse communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bah justement, on va revenir sur le sujet, voilà. Parce que je voudrais aborder la libération du fils de Bazoum, Salem Bazoum, accueilli désormais à Lomé. Est-ce que c'est un signe avant-coureur du dénouement prochain de cette tension avec la CEDEAO? Oui, mais enfin, je crois que la libération de Salem, c'est un pas. C'est un pas parce que ce garçon qui a 22 ans, je ne vois pas quel est son poids sur le plan politique au Niger, mais je crois que déjà sa libération est une chose, est un acte à saluer de la part des militaires au pouvoir à Niamey, et donc vivement que ça tende vers d'autres situations. Bon, maintenant, est-ce que automatiquement Salem libéré, Bazoum doit être libéré? Je me pose des questions parce que il y a une raison qui fait que les militaires ont gardé Bazoum. Et si cette raison, elle est fondamentale, elle est pertinente pour ces militaires, ce n'est pas parce que la CEDEAO demande qu'il faut libérer Bazoum que les militaires vont libérer Bazoum. Parce que je vous mets au défi de me donner un seul pays de la CEDEAO où il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Salem Bazoum libéré sous la médiation du Togo. Dans le cas des 49 militaires ivoiriens, il me semble qu'on a eu un scénario pareil. On a d'abord libéré 2-3 mousquetaires et ensuite le lot est venu bien plus tard. Est-ce que nous sommes dans la même logique, vous savez, personne, soyez sérieux, personne ne trouve du plaisir à mettre quelqu'un en prison ou à voir quelqu'un en prison. C'est vrai, Bazoum, son épouse et son fils n'étaient pas dans une cellule d'une prison. Ils étaient dans leur palais. Mais, Gilles, je te garantis qu'il vaut mieux être dans ta hutte du village, mais libre de tes mouvements, plutôt que dans un palais comme, je ne sais pas, Versailles, mais que tu ne peux pas sortir. Donc, c'est une action ultra positive. La médiation du Togo, mais celle qui donne des fruits. Le jeune Salem Bazoum, qu'il soit le bienvenu au Togo, il n'est pas le premier. Beaucoup d'autres sont venus, on les a reçus. Et c'est un plaisir pour le Togo, pour les dirigeants du Togo et surtout pour le peuple. Parce que si le peuple n'accepte pas qu'on reçoive les étrangers, on ne peut pas les recevoir. Damiba est ici. Salem est arrivé, la maman de Salem, Madame Bazoum, a été libérée. Je suis sûr qu'elle préférerait rejoindre son fils que d'aller ailleurs. Maintenant, Bazoum, la libération de Bazoum, en fait, c'est quoi? C'est un grand danger qui flotte sur la tête du Niger et du CNSP. On lui dit de démissionner, il refuse. Résultat, comme lui-même en son temps avait dit qu'il a des terroristes qui sont mieux aguerris, mieux armés, les terroristes l'attendent. Il va sortir, il est toujours président, et il va appeler les terroristes pour envahir son pays. Et il y a des pays de la sous-région, je n'ai pas besoin de vous citer, puisque certains avaient déjà préparé des contingents avec le budget de 3 mois, on va aller faire la guerre. Ils sont là. Si le gars ne démissionne pas, vous les libérez.
il n'aura même pas besoin de parler. C'est les gens-là qui vont lui dire, viens, on te donne l'armée, on te donne l'argent, on te donne les armes, et tu vas aller, si tu peux massacrer jusqu'au dernier Nigérien, comme nos amis de l'OTAN sont en train de faire en Ukraine, massacrer jusqu'au dernier Ukrainien, vas-y. Donc le CNSP doit prendre des mesures de sécurité pour les populations du Niger avant de voir quel sort réservé à Bazoum. Sa femme et son fils n'avaient aucun rôle à jouer dedans, et nous leur disons merci. 1000 fois merci de les avoir libérés. Nous disons vraiment chapeau à la médiation togolaise qui a prouvé que c'est pas la patience, pas le calme qu'on peut rendre service à nos voisins. Je reviens encore sur ce propos que j'avais déjà tenu en disant que Bazoum est la clé de l'énigme. Bazoum est maître de la situation dans laquelle il vit aujourd'hui. S'il veut être libre, c'est simple. Il n'est pas le premier qui a subi un coup d'État. Il y a Damiba qui est à Lomé. Damiba avait toute une armée avec lui. Il aurait pu opposer de la résistance. Il ne l'a pas fait. Et pourquoi? Au nom de l'intérêt du peuple burkinabé. Il y a le président Christian Makaboré qui avait aussi cette possibilité de résister. Ibrahim Boubacar Keïta lui aussi. Pourquoi pas? Et donc vous voyez que dans une situation pareille, si tu aimes réellement ton pays, il faut penser au peuple nigérien. Oui, mais est-ce que une démission sur la contrainte est une démission valable? Oui. Valable ou pas, c'est une démission. Je dis elle est valable. Il n'a qu'à démissionner seulement. Parce que c'est un papier qu'il signe. Il ne sera plus président. Et donc, comme le dit son excellence, mais on le libère. Et ses amis le récupèrent. Et de ces pays-là, il ne continue pas à donner les ordres au Niger. Juridiquement, il est président. Comment on peut être président après 6 mois de sommeil? Après 6 mois d'inactivité? Gilles, tu cesses de pédaler, mais tu prends ton vélo après 6 mois, difficilement tu peux reprendre. Et donc, je crois que pour Bazoum, rêver qu'il est toujours président, c'est un danger pour lui-même. Mais l'ambassadeur a tiré un chapeau à la médiation togolaise, mais les Nigériens eux-mêmes en tirent 2 ou 3. Est-ce qu'ils sont vraiment dithyrambiques? Le CNSP salue l'efficacité de la médiation togolaise avec le chef de l'État Faure Gnassingbé. J'ai écouté un éditorial à la télévision nigérienne qui voit même le président togolais mériter le prix Nobel de la paix. Je crois que non, ils vont pas loin. Nous l'avions dit ici sur ce plateau, mais en le disant, ça ne voudrait pas dire que le prix Nobel, il est sur le plateau déjà. Ça veut dire qu'il faut encore des actions. Il faut continuer dans ce schéma à l'international comme sur le plan national. Et donc, déjà, le président Faure Gnassingbé est sur la bonne voie et il suffit d'un petit détail pour qu'il puisse décrocher ce prix. Ça ne se donne pas à n'importe qui. Aller obtenir la libération de 49 mercenaires, et c'était pas donné. À un moment donné, même les Nations Unies ont failli faire capoter cette situation. Où j'avais fait un article où je disais les Nations Unies au secours des terroristes. Vous voyez? Et donc je me dis que le Togo est sur la bonne voie et c'est pas excessif ce qu'ils sont en train de dire, mais nous avons encore un peu de travail à faire et vivement on pourra obtenir ce prix. Nous devons souligner que le pilier fondamental de la diplomatie togolaise, c'est la discrétion et l'humilité. Le Togo, le président du Togo, en l'occurrence, n'est pas à la recherche d'un prix Nobel, d'un prix régional, d'un prix national. Non! Il le fait parce qu'il a un cœur humain. Il le fait, c'est pourquoi il le fait dans la discrétion et dans l'humilité. Je n'ai pas vu d'éditoriaux dithyrambiques dans la presse au Togo. On pouvait le faire dans les journaux écrits, dans les radios, dans les télévisions. Nous sommes pratiquement les seuls qui avons l'occasion d'en parler positivement. Donc on ne fait pas, le Togo ne fait pas ça dans l'espoir d'une suite favorable, comme on disait en notre temps. Dans l'espoir d'une suite favorable. Le Togo n'a aucun espoir d'aucune suite favorable. Il le fait pour rendre service aux gens de son époque qui ont besoin de lui. Nous disons merci et encore chapeau. Nous sommes très heureux que les Nigériens reconnaissant lui tressent des lauriers, mais
on va aller doucement. Le prix Nobel, on sait qui le donne. Comment vous pouvez comprendre parce que si on met cette situation où les Nigériens sont satisfaits de la médiation, jusqu'à dire que le président togolais mérite le prix Nobel de la paix, et qu'à côté, certains font circuler sur des réseaux sociaux des intentions au Togo, des intentions d'attaquer les pays voisins comme le Burkina, avec des supposés militaires installés au nord du pays. On parle de 300, de 700. Il y a problème de compréhension. Non, il n'y a pas problème de compréhension. Je dirais peut-être c'est une question de jalousie. De voir quelqu'un réussir là où on n'a même pas rêvé que cette personne peut réussir. Son Excellence le disait tout à l'heure. Le Togo, en le faisant, il le fait dans la tradition purement africaine. Et un pays africain, dans nos pays, qu'est-ce qu'il se dit? C'est que quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Parce que si tu n'éteins pas le feu là-bas, avec le vent, tu peux avoir des flammes chez toi. Et dans le cas d'espèce, avec les questions de terrorisme, mais si on laisse le terrorisme pousser au Niger suffisamment, mais croyez-moi, il descend au Burkina. Il est déjà au Burkina et il est déjà dans le nord du Togo. Et au Bénin. Et donc vous comprenez qu'il y a urgence. Et le Togo est dans une diplomatie préventive pour essayer d'endiguer le mal. Très rapidement. Mais c'est rumeurs malveillantes, ça amène parfois de la manipulation dans des populations. Moi, j'ai écouté dire qu'il y a eu quelques tentatives de manifestation au Burkina, parce qu'on aurait dit qu'il y ait des militaires au nord du Togo. Gilles, si on m'avait dit les militaires togolais? Non, des étrangers, disons. Blancs, ils ont même dit français. C'est le générique blanc. Qui sont au Togo. Oui. Attends, Gilles. Si on m'avait dit qu'un commando français ou américain ou anglais ou je ne sais pas chinois est au Togo, un commando, ça passe inaperçu. Mais quand on me dit qu'il y a 100 000, 200 000 et même 300 000 militaires français dans la région des savanes au Togo, c'est une insulte à toute la population des savanes pour leur dire vous êtes aveugles, vous êtes sourds, vous êtes muets, puisque vous ne les voyez pas. Pourquoi ils n'ont pas pris de photos, pourquoi ils n'ont pas fait de vidéos pour couper court à tout problème? Non, on ne photographie pas un mensonge. Tu comprends? On ne photographie pas un mensonge. Donc, il ne peut pas prendre des photos et moi encore des vidéos pour montrer. Mais moi, je dis ceci, ce qui m'intéresse, c'est les populations de cette région des savanes qui endurent déjà beaucoup récemment des enfants qui ont pris une grenade, ils ne connaissent pas la grenade, ils s'amusaient avec ça, c'est explosé. Voilà les gens que nous plaignons. Et tous ceux qui ont été victimes d'attaques, ils sont morts, ils sont blessés, c'est eux qui nous intéressent. Ce n'est pas 300 000 soldats à Kpendial. Parce que 300 000 soldats à Kpendial, même 300 000 fourmis, ça se verrait. Et puis, c'est pas possible sur le territoire togolais. Je dis, 300 000 fourmis, Gilles, je te dis que c'est visible. Donc, laissez... Bon, tu sais, tu peux parler du Togo, et peut-être tu parlais d'un autre pays. Moi, je me rappelle quand on était à l'ambassade, on recevait des courriers destinés à l'ambassade de Tonga. Tonga, c'est dans le Pacifique. Mais Tonga, Togo, pour le postier, bon, ça se ressemble quoi. Sans savoir qu'ils sont l'un à 20, 25 000 km de l'autre. Donc, quelqu'un peut parler de Tonga en disant que c'est du Togo qu'il parle. Voilà. Donc, est-ce que Bazoum sera élargi dans les prochains jours, selon vous, voir l'allure des choses, le fils libéré, l'épouse libérée? Logiquement, le prochain, c'est Bazoum? Oui, si Bazoum veut être libéré, il sera libéré. Donc la balle est dans son camp? La balle est dans son camp. Nous avons dit ici, dans ce même studio, que Bazoum n'est pas nigérien. Et les gens en ont fait leur chose. Il n'est pas d'origine nigérienne. Il n'est pas nigérien. Il a la nationalité nigérienne. Il n'est pas nigérien. Demande combien de certificats de naissance il a exhibé pour pouvoir être candidat. Il faut demander. Il n'est pas seul d'ailleurs. Il y a quelqu'un derrière là qui avait donné le même exemple. Et une de ses mamans, il avait 2 mamans. Une a accouché quand elle avait 3 ans. Donc Bazoum n'a fait que imiter des choses qui existent déjà. Rien que chez les nègres. Bazoum n'est pas un nègre. Si Bazoum était un Nigérien comme Tiani, tenant compte du peuple nigérien, il éviterait toutes ces souffrances à son peuple. Bazoum est un arabe qui est venu pour punir les nègres. Et il est en mission, on lui a demandé ça. Depuis l'assassinat de Kadhafi, ça fait partie des missions qu'on a données à des gens pour faire souffrir nos populations et Bazoum est dedans. Néanmoins,
Si on peut le libérer, il reste quand même un homme. Il a été quand même président du Niger. Je m'en fous de comment. Mais si on peut le libérer, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas le libérer tant qu'il se présente comme une épée de Damoclès, non pas sur la tête du CNSP, mais sur la tête des 26 millions de Nigériens. Voilà. Et le CNSP se prépare aux assises nationales à organiser avant la fin du mois de janvier. Cette rencontre est-elle cruciale selon vous pour la levée des sanctions de la CEDEAO? Oui, c'est une rencontre que je trouve cruciale. Maintenant, va-t-elle permettre à la CEDEAO de lever les sanctions ou pas? Je saurais le dire, mais je crois que c'est indispensable pour le peuple nigérien de se concerter pour définir les grandes orientations de leur politique aujourd'hui face à la nouvelle donne qui se présente. Bon, maintenant, si la CEDEAO, au vu de cela, toute honte bue et revient à de meilleurs sentiments, tant mieux. Mais si la CEDEAO ne veut pas, ça ne voudrait pas dire la fin du Niger. Le peuple nigérien a du génie, ils ont du talent, ils vont réfléchir pour voir comment se passer de la CEDEAO. De toutes les façons, ils se tiennent. La CEDEAO a besoin du Niger, le Niger a besoin de la CEDEAO. Mais si la CEDEAO ne veut pas, le Niger ne viendra pas les supplier. Mais au cours de ces assises, il y aura un langage franc, de sincérité pour une bonne orientation de ce pays, parce que le Niger n'a pas le droit d'un quelconque échec. Il faut qu'il réussisse pour prouver davantage aux gens que ce que vous dites, ce que vous appelez par démocratie, ce que vous appelez par droit de l'homme, mais vous nous flattez avec vos histoires. Nous avons nos propres réalités, nous avons notre façon de vivre et nous sommes déterminés. Nous allons réussir. Moins la CEDEAO s'occupe du Niger, mieux le Niger se portera. Ce qui compte au Niger, ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est même pas le CNSP, c'est le peuple. Et le CNSP nous dit qu'il veut consulter ce peuple. Mais la CEDEAO devait lui adresser des félicitations si elle était préoccupée par la démocratie, c'est-à-dire que le choix de la majorité. Mais elle ne peut pas le faire. Parce qu'elle a déjà dans les starting blocks des petits traîtres, genre, on en a parlé ici la dernière fois, Succès Masra, des gens qui veulent être nommés président civil et bientôt premier ministre civil et bientôt démocratiquement élu, les Nigériens. Mais excusez-moi, ils ne sont pas bêtes. Ils vont consulter le peuple. Et ce que le peuple décidera, ils le feront sans tenir compte de si la CEDEAO existe ou non. Si la CEDEAO n'est pas contente, qu'elle construise une muraille de Chine tout autour du Niger. C'est le seul moyen qu'il lui reste, cette fameuse CEDEAO. Maintenant, est-ce qu'ils ont cette muraille de Chine autour de tout le Niger. Encore que les autres pays qui sont frontaliers ne sont pas d'accord et ils ne laisseront pas construire la muraille. Ils vont la construire depuis le Nigeria et ils vont construire ça sur le Bénin. Les plus déterminés à tuer les Nigériens, d'accord. Aujourd'hui, on nous dit non, qu'on ne veut pas tuer les Nigériens. C'est aussi une très bonne chose. Nous applaudissons si on ne veut pas tuer les Nigériens. Donc, le CNSP n'a qu'à faire exactement selon la volonté du peuple nigérien. Si c'est le peuple nigérien qui dit au CNSP, ne faites pas d'assises nationales, allez écouter la CEDEAO et venez faire ce que la CEDEAO veut, le CNSP le fera. Voilà. Alfred Assange, depuis le Bénin, semble partager votre opinion. Bonjour New World et à tous les invités du plateau. Moi, je pense que la CEDEAO a intérêt à faire bouger les lignes, car les sanctions qu'elle a infligées au peuple nigérien ne pénalisent pas que le Niger. Les pays voisins en souffrent également, particulièrement le Bénin, où les transactions commerciales sont aux arrêts depuis des mois. Alfred Assange, depuis le Bénin. Vous, Innocent Pato, qu'est-ce que vous pouvez conseiller si vous étiez conseil du CNSP au Niger? Quelle attitude adopter par rapport à la médiation de cette CEDEAO qui est attendue à Niamey? Non, quelle attitude adopter le CNSP, oui. CNSP, oui. CNSP est dans la bonne voie. Elle voit ce qui est bien pour son peuple. L'intérêt du Niger d'abord, et il évolue en ce sens. La libération de Salem, par exemple. Salem, c'est un Nigérien. Qu'on le veuille ou pas, il est Nigérien. Est-ce qu'il mérite de rester éternellement aux côtés de son papa? Peut-être qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ok, on l'a libéré aujourd'hui. Et ils sont dans ce schéma de libérer également son papa, parce que c'est un Nigérien. Le CNSP, ils ne sont pas traîtres. Ils ne sont pas ingrats. Il a été président.
Et donc, on lui reconnaît ce titre, mais aujourd'hui, qu'ils reconnaissent qu'il est ancien président ou président déchu, et il reconnaît cela, et il a sa liberté. Et ils veulent maintenant consulter le peuple nigérien. Le peuple nigérien va dégager les grandes orientations, les orientations qui sont bonnes pour leur pays, sans se fier de qui que ce soit. On ne le fait pas pour faire plaisir à la France, on ne le fait pas pour faire plaisir à X ou Y, mais on le fait dans l'intérêt du peuple nigérien d'abord, et on verra si les autres peuvent en bénéficier, et tant mieux. Si moi j'étais conseiller du CNSP, je dirais ce que vous faites, c'est bon. C'est tout. Ils sont sur la bonne voie. Ce que vous faites, c'est bon. De temps à autre, maintenant, par respect pour le médiateur de la CEDEAO, de temps à autre, lâcher un petit bonbon à la CEDEAO. Le premier bonbon, c'est Salem. Le deuxième, c'est sa maman. Bon, la CEDEAO n'a qu'à sucer ça en attendant, on va voir clair. Et un petit bonbon pour des raisons diplomatiques à la CEDEAO. Même vous, en tant que Nigérien, à la tête du Niger, faites exactement ce que le peuple attend de vous. S'il faut même pour cela se battre et mourir, vous êtes des soldats, faites-le, battez-vous et mourrez. Bonjour à tous. Bonjour à tous les téléspectateurs de New World Télévision. À vous, Gilles, à l'honorable ambassadeur Sogoyou Kegewe et à toute l'équipe de New World. L'Afrique a besoin des leaders comme l'ambassadeur. Dommage que vous n'êtes pas président. À quand donc la visite au crédit du CNSP? Merci. C'est signé Moussa Nourou Ibrahim du Niger. Merci, courage, que Dieu vous garde et vous guide dans votre métier. Amen. Je vous suis tous les dimanches sur YouTube. Merci beaucoup. Excellent. On vous réclame à Niamey. Justement, je crois que nous avons l'obligation de le jouer modeste aussi. J'ai parlé ici de la discrétion et de la modestie, de l'humilité du médiateur togolais dans cette crise. Nous suivons et nous copions son exemple. Humilité, modestie et discrétion. Nous sommes heureux de voir que les populations des pays dont nous parlons souvent nous expriment leur admiration. Vraiment, nous les remercions. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'être président d'un pays pour diriger le pays. Il y a des pays qu'on connaît dans le monde, ils ont mis de véritables crétins à la tête, mais derrière, il y a des gens qui travaillent. Notre ami, comment il s'appelle, le joueur de cinéma américain là, le président Ronald Reagan. Mais ce n'était pas un génie, mais c'est le meilleur président américain. C'est lui qui a réussi à faire tomber le mur de Berlin. Donc, on n'a pas besoin d'être président pour servir son pays. C'est ça qui nous tue en Afrique. Chaque matin, quelqu'un crée un parti politique parce qu'il croit qu'il va devenir président. Et c'est les aberrations là qui conduisent un peu plus de 8 millions de Togolais à avoir 150 partis politiques. Il faut arrêter ça. Tout le monde n'est pas né pour être président. Donc, je remercie notre ami du Niger. Ceci dit, si j'ai l'occasion d'aller au Niger, et je verrai si les gens du CNSP accepteraient me dire bonjour. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Il verra. C'est le moment de soutenir cette émission avec votre petit pouce. Oui, likez notre émission. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les programmes en temps réel et puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui change. Une pause. Pour une édition du journal, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum. L'occasion de relayer également vos messages qui sont trop nombreux. Les voilà. Bon, donc j'en ai 200, 300 déjà. On va les relayer juste après cette édition du journal. À tout de suite.